C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, après plusieurs escales, la tournée gouvernementale a pris fin. De Kouandé à Godomé en passant par Alada, la sortie des ministres sur la cherté de la vie aura porté ses fruits. Des experts de la CEDEAO de l'UEMOA et les acteurs de l'écosystème numérique béninois ont entrepris une mission, celle de toiletter les tests de l'économie numérique dans l'espace sous-régional et de les adapter au contexte évolutif. Et puis la Commission béninoise des droits de l'homme a reçu une accréditation au statut A. C'est un important crédit pour le respect des droits de l'homme. Elle a échangé avec les médias à ce propos. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Tournée gouvernementale sur la cherté de la vie. La délégation qui sillonne l'Atlantique avec à sa tête le secrétaire général de la présidence de la République a bouclé sa mission hier mercredi à Godomé. Un rendez-vous explicatif qui a suscité l'intérêt des populations. Les précisions avec Lenaïk Agbazaou et Évariste Zouman. Cette salle affiche complet. Tout Godomé s'est mobilisé. Et c'est un véritable maître de la parole que le secrétaire général de la présidence de la République et le porte-parole du gouvernement se sont adressés à l'auditoire. Comme partout ailleurs, sont passés à la loupe les causes de la cherté de la vie et les mesures de riposte. Notre pays n'est pas en déficit de ce que nous devons manger. Les céréales, le vivrier, il y en a suffisamment chez nous. Et depuis 2018, grâce aux efforts du gouvernement, nous sommes passés deuxième dans l'UEMOA derrière la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi, malgré ça, on dit que les prix sont chers? Dans les pays où il y a le djihadisme, il y a de moins en moins de terres disponibles. Quand les terroristes ils vont quelque part, les gens fuient. Et si même ils ne fuient pas, on les empêche de faire l'agriculture. Donc, ils en manquent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais le Bénin, là, il a de bonnes récoltes. Allons chercher au Bénin. Et ils viennent chercher chez nous. Donc, nos producteurs aussi, quand les étrangers leur proposent beaucoup d'argent, ils sont tentés, ils prennent et ils vendent. La même chose pour le maïs, la même chose pour les autres vivriers. Le blé, le gasoil, le pétrole aujourd'hui, ça a pris un coût alarmant. Nous avons vu que le gouvernement, pour atténuer ces coûts, a fait l'effort de subventionner ces produits aujourd'hui, qui ne sont pas encore rares sur le terrain et que nous arrivons encore à trouver. Nous avons des éléments nécessaires et suffisamment à notre niveau pour aller dire à la population que ce que les gens diffusent pour dire c'est le gouvernement qui a augmenté, qui fait que les choses ont augmenté, nous allons leur dire que c'est faux et leur donner les raisons suffisantes. En langue nationale Fongbi, le ministre de la Santé est revenu sur l'exonération des taxes sur la commercialisation des médicaments. Nous avons désormais les éléments de langage qu'il faut pour continuer cette sensibilisation au niveau de tous les arrondissements de la commune de Calavi. Avant Godomé, c'est Kwaou Amatine qui avait accueilli la délégation gouvernementale pour le même exercice. Et c'est ici que s'achève le périple des émissaires du gouvernement dans l'Atlantique. Une mission pédagogique, en somme, réussie. Au total, 10 étapes au compteur de la tournée des émissaires du gouvernement dans l'Atlantique. Ils sont allés au contact des populations pour leur exposer les mesures d'atténuation prises par le gouvernement face à la cherté de la vie. Pascal Irénée Koupaki, chef de la délégation départementale, nous fait ici le point à la fin du périple. Il est au micro de Lenaïk Agbazaou et Évariste Zouman. Nous avons parcouru les 8 communes de l'Atlantique et nous avons choisi de poursuivre en même temps la tournée dans 2 gros arrondissements de l'Atlantique, en particulier de Ouida et d'Abomey-Calavi. J'ai noté avec les autres membres de la délégation un intérêt très fort des participants pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre pays. Et là, j'ai vu très clairement que le chef de l'État avait eu raison de nous engager dans cette mission. C'est vrai qu'on travaille beaucoup à Cotonou,
mais ça ne se perçoit pas réellement dans la population. C'était très utile de parler de plus près avec la population. Elles comprennent. Donc, il ne faut pas qu'on laisse le champ à l'intoxication, aux rumeurs, que des informations précises sont disponibles et nous avons partagé ces informations avec les différentes couches sociales que nous avons rencontrées. À l'issue de cette tournée, je retiens un intérêt majeur des populations à écouter le gouvernement. Un intérêt majeur des populations à poursuivre la confiance qu'ils font en chef de l'État, qu'ils ont en notre chef d'État. Et c'est un encouragement pour nous qui servons de plus près le chef de l'État. Clap de fin dans le littoral également. Les dernières populations entretenues sur la cherté de la vie sont celles du 7e au 10e arrondissement de Cotonou. Le point avec Alessandra Diotan et Ernest Tétégou. Pour cette dernière journée de sensibilisation dans le littoral, la mobilisation n'a pas faibli. Relayée par la presse depuis le début, la tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie suscite un intérêt croissant auprès des populations. Celles des 9e et 10e arrondissements de Cotonou étaient d'ailleurs impatients d'exprimer leur point de vue sur la gestion de la crise actuelle. Il serait bien que l'État rachète directement auprès des producteurs les stocks de maïs, de gari et même d'huile, de sorte que les particuliers n'en fassent plus leur commerce pour nous les revendre cher. Êtes-vous là juste pour nous expliquer les causes de la cherté sur le marché? Mais non, on ne peut pas se limiter à cela. Pêle-mêle, diverses préoccupations sont ici posées. Quelques-unes reprises au cours de la session de l'après-midi par les ressortissants des 7e et 8e arrondissements. Pour y répondre, Véronique Toinfodé, Raphaël Akoteyon et Wilfried Léandre Roubedji vont se succéder au devant de la scène, avec en renfort les représentants locaux, députés et autorités religieuses. C'est un fait que la TVA soit exonérée de même que les taxes douanières. Toutefois, la situation demeure difficile à vivre. En cela, je dirais, confions-nous à Dieu. L'État a pris des mesures pour atténuer l'effet de cette crise-là. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Nous avons posé la question de savoir comment faire pour qu'on constate ça. J'ai dit ce qu'il faut faire pour qu'on constate, c'est de renoncer aux mesures de subvention. Si on enlève les subventions, les gens vont constater l'effort que le gouvernement était en train de faire. Stop et fin de la randonnée dans le littoral. Occasion de sensibilisation sur les mesures d'atténuation de la cherté de la vie au Bénin. Ces 5 jours de tournée témoignent aussi et surtout du sens d'écoute du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon. Et il faut dire que dans le littoral, la tournée a duré 5 jours. À la dernière étape de la sensibilisation, Véronique Toinfodé fait le point. Elle revient sur les leçons à tirer au micro de Alessandra Diotan et Ernest Tétégou. Les populations étaient contentes d'échanger avec nous de près, en direct, et ont souhaité que ces échanges-là puissent se poursuivre à d'autres niveaux et à plusieurs reprises, que ce ne soit pas l'unique fois où nous venions à leur rencontre. Je pense qu'elles ont compris les causes réelles de la conjoncture économique qui sévit et nous sommes ensemble pour pouvoir, à travers les différentes mesures d'atténuation, réussir à apaiser un tant soit peu cette crise qui nous touche de près. Le point de tout ce qui a été dit et fait pendant cette séance sera fait à qui de droit et je vous remercie sincèrement pour l'engouement, pour la mobilisation massive. Et j'espère que nous allons tous vers le dénouement. Nous espérons de ces situations malheureuses, mais qui ne dépendent pas de nous. Bien avant ces étapes finales, la délégation de l'Atlantique était dans les communes de Toribocito et d'Alada. Principal sujet d'entretien, cherté de la vie et mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Lenaïk Aguazaou et Evariste Zoman. L'hymne national exécuté ici en chœur, à la Maison des Jeunes de Toribocito. Expression de la résilience de tout un peuple face à la cherté de la vie. Une situation faiblement ressentie grâce à l'accompagnement du gouvernement.
Pascal Irénée Koupaki, après un rappel des mesures d'atténuation, invite à la promotion du consommé local, ce qui passe par une production locale accrue, qui devrait être favorisée par la subvention des intrants. Le chef de la délégation gouvernementale promet que les producteurs de Tori seront davantage accompagnés par différents programmes agricoles. Les engrais financés avec de fortes subventions, c'est pour les producteurs locaux. Le gouvernement prend des dispositions pour qu'il y ait suffisamment de produits vivriers dans notre pays pour que les prix n'augmentent pas trop. Moi, j'ai été ravie d'entendre toutes ces mesures que le gouvernement a déjà mises en place sans nous attendre, sans attendre les plaintes de la population. D'importants efforts ont été faits pour donc atténuer cette crise qui est d'ailleurs mondiale, ce que vous savez bien. Et je crois que les populations ont été vraiment informées des mesures prises par le gouvernement. Le gouvernement a subventionné le prix de l'engrais pour les cotonculteurs qui devait normalement se lever à 35 000. Aujourd'hui, par rapport aux efforts du gouvernement, nous sommes à 14 000. Ce sont des actions très salutaires. Les populations d'Alada aussi se sont fortement mobilisées pour l'exercice pédagogique de l'exécutif. Notre chef de l'État, toutes les fois, c'est prendre les mesures des choses avant que cela ne soit trop tard. Tout ce qui se dit là, nous nous retrouvons dedans. Aujourd'hui, en tant qu'opératrice économique, je confirme à la population béninoise que la cherté ne dépend pas du gouvernement et que c'est plutôt les deux géants qui sont en train de se battre là-bas qui ont occasionné ça. Le gouvernement a enlevé même des taxes douanières pour faciliter l'achat aux populations. Prochaines et dernières étapes pour la délégation gouvernementale qui sillonne l'Atlantique, Godomé et Kpaou. Et un peu plus loin dans le septentrion, précisément dans l'Atakora, la tournée gouvernementale a pris fin dans la commune de Kondé. Aux commandes, 2 ministres avec le secrétaire général du gouvernement, Edmond Rumbo et Enoch Rumpati. La commune de Kondé compte sur son agriculture pour accompagner les efforts du gouvernement. Mais pour un meilleur rendement de ses produits, les intrants agricoles sont indispensables. La commune est un bassin hautement agricole. Nous avons bénéficié l'année passée que de l'urée. On n'a pas eu de l'NPK pour produire. C'est vrai qu'il n'y a pas de boutique de vente dans la commune, mais on s'est entendu avec la Soudéco et Kondé sera servi à partir de Natidéco. Nous sommes soumis aux mêmes difficultés. Nous allons acheter les mêmes produits. C'est pour ça qu'il est important que le gouvernement explique davantage dans une démarche pédagogique tout ce qui est fait pour atténuer les difficultés que nous vivons tous. Sans ces mesures sur les prix des produits pétroliers, on aurait acheté le gazole à 1200 et plus. Au départ, ces soutiens-là s'élevaient à 5 milliards par mois, passé à 10 milliards. S'il n'y a pas d'engrais, on va produire quoi? Sans cette mesure de l'État pour subventionner le prix de l'engrais, c'est-à-dire prendre en charge le supplément induit par les effets de ce qui se passe, la maladie, plus la guerre, plus la pression sur nos produits, les 3 facteurs combinés ont agi. Cette tournée était opportune. Nous avons constaté que ces populations nous attendaient. Le message a été entendu et nous pensons que désormais tout le monde comprend ce qui se passe. Tout le monde sait surtout ce que le gouvernement fait pour maintenir le pouvoir d'achat des Béninois. Mission accomplie pour cette équipe gouvernementale dans le département de l'Atakora. Un peu plus tôt, cette même délégation était dans les communes de Kérou et Penko. On retrouve Edmond Rumbo et Enoch Rumpati pour les précisions. À Kérou comme à Penko, les interventions tournent autour de la disponibilité des intrants agricoles, des questions de l'éducation et de la révalorisation du SMIG. Le maïs, c'est une denrée alimentaire que nous mangeons, que nous utilisons à plus de 80%. Sans l'engrais, on ne peut pas produire le maïs. Sans l'engrais aujourd'hui, rien ne sera possible. Je demande au chef de l'État de rendre l'engrais disponible à tous les producteurs. Il y avait pas mal d'intoxications. Les gens ont pensé que la hausse des prix était due au gouvernement. Il n'en est pas question. Il y a des raisons qui font que la vie coûte cher.
Et ces raisons sont au nombre de 3. Il y a d'abord la Covid qui a fait que l'économie mondiale a été affectée. Ensuite, il y a cette guerre là, qui continue entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine étant un pays producteur de blé, de gaz, de produits pétroliers également, que nous importons. Eh bien, ça se ressent au niveau de nos pays, notamment au Bénin. Et la troisième raison, c'est la question sécuritaire à nos frontières, avec les djihadistes qui sévissent au niveau des pays voisins. Il y a une pression de ces populations-là sur nos produits agricoles. Face à cette situation, le gouvernement n'est pas resté insensible ni inactif. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures allant de la fiscalité à la disponibilité des intrants agricoles pour que les producteurs puissent continuer de vaquer librement à leurs occupations. Ces mesures concernent également les prix de grande consommation. Ces mesures touchent également le salaire qui va être revalorisé au profit des travailleurs pour soutenir le pouvoir d'achat. Après cette étape du Kérou et de Péonko, la délégation est attendue à Kouandi, toujours dans la Takora. Je vous le disais en titre, les tests qui régissent l'économie numérique dans l'espace sous-régional ont déjà 10 ans. Et dans un contexte où les technologies numériques évoluent très vite, la CEDEAO et l'UEMOA ont entrepris la révision des lois dédiées. Des experts se sont retrouvés à Cotonou pour s'y pencher avec les acteurs de l'écosystème numérique du Bénin, Ola Rodrigue Babagueto et Brice Chibozo. Pour une économie numérique mieux encadrée dans l'espace sous-régional, le projet d'avant-cadre législatif et réglementaire en étude ici est d'une haute importance. Les avancées technologiques, traduites par un développement rapide de l'économie numérique, ont profondément transformé les activités économiques et sociales des utilisateurs des produits et services de communication électronique et fait émerger de nouveaux comportements. Au regard de toutes ces nouveautés, il convient de reconnaître que les textes communautaires actuels ne sont plus adaptés à régir le cadre de l'économie numérique dans notre sous-région. Alors, dans l'ancien texte, on leur dit qu'il faut leur offrir une cabine téléphonique. Je pense que tous ceux qui ont 20 ans se posent la question de savoir ce qu'on appelle une cabine téléphonique. Dans le nouveau texte, on dit qu'on doit leur offrir un Internet haut débit 3G. Donc, vous voyez que c'est important. Il faudrait que le numérique soit au service de tout le monde. Le choix du 17 mai pour le lancement de cet atelier paraît anodin. Mais non, la célébration de la Journée mondiale des télécommunications est le moment propice aux yeux du ministère du numérique et de la digitalisation pour apporter sa pierre à celle déjà jetée pour une normalisation de la réglementation de l'économie numérique dans l'espace sous-régional. Suivant les recommandations formulées au cours de l'atelier de Lomé, il revient à chaque État membre d'organiser une large consultation des acteurs au niveau national. Certains États membres ont organisé déjà leur consultation nationale. C'est le tour du Bénin de se conformer à ces recommandations. L'atelier est prévu pour durer 3 jours. À la fin, le Bénin doit disposer des amendements et des observations de tous les acteurs nationaux pour en faire part à la commission de l'UEMOA. Le document proposé est fait de 235 articles. Le Bénin vient de faire un pas vers son ambition d'autonomie énergétique. Il s'agit de la création de la plateforme de formation, réseau, transport et distribution, une infrastructure qui va opérer la formation de profils qualifiés pour garantir de meilleurs services aux consommateurs. L'initiative est portée par le projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Jean-Claude James et Bruno Routepo. Dans ce centre de la communauté électrique du Bénin, elle est devenue l'attraction le temps d'une cérémonie d'inauguration. Il s'agit de cette plateforme mise en place exclusivement à des fins pédagogiques. Une installation à caractère sous-régional. Il est constitué d'une ligne très haute tension 161 kV composée de 3 portées et d'une travée transformateur composée de disjoncteurs, sectionneurs, réducteurs de mesure, parafoudre et d'un transformateur de puissance de récupération. Cette plateforme de formation sera portée par de nouveaux modules de formation qui viendront diversifier et renforcer l'offre de formation. Une formation de référence dans les différents métiers classés suivant 2 axes, le transport et la distribution. Je peux vous avouer le plaisir qui m'a animé quand j'ai appris que cette infrastructure majeure est la première du genre dans toute l'Afrique occidentale. Cela montre le niveau de détermination et d'engagement de nos 2 pays
mais particulièrement pour le programme PADES-BE du gouvernement béninois. La sécurité pour nous est au cœur de nos préoccupations, tous les jours sur le chantier. Et donc cette plateforme permet de former l'ensemble des collaborateurs à leur métier en toute sécurité. Vous avez plein de compétences dans le pays et qu'avec un bon mix de compétences du pays, de transfert de savoir-faire, d'accompagnement de nos équipes marocaines, nos équipes françaises et puis de toutes les ressources que vous avez au sein du pays, on pourra aider le Bénin dans le chemin du développement. Un chemin qui fait la part belle à la formation professionnelle. La formation professionnelle est au cœur de la transformation économique que nous faisons. En 2018, sur 100 jeunes béninois qui sortaient de l'école, seulement 5% et encore un peu moins avaient une formation professionnelle et technique. Dans 9 ans, en 2030, nous voulons qu'il y en ait sur 170 qui est la formation professionnelle et technique. Cette plateforme pédagogique de formation est une belle illustration de la trilogie gagnante École, entreprise, ministère. Une initiative du ministre Donald Jean-Claude Oussou qui travaille à donner corps à la vision du gouvernement dans le secteur de l'énergie. Après son accréditation au statut A, la Commission béninoise des droits de l'homme a rencontré les médias et les organisations de la société civile. Il était question de présenter les 40 mois d'action de la Commission et d'échanger avec les médias sur l'état des lieux des droits de l'homme au Bénin. René Kofi, Ezekiel Diako. Le Bénin confirme une fois de plus sa légitimité et sa crédibilité à travers l'accréditation de la Commission béninoise des droits de l'homme au statut A. Il lui fallut 20 ans pour atteindre cet objectif et nous l'avons fait en 40 mois. Je voudrais reconnaître que le gouvernement du Bénin a joué un rôle important dans ce processus en faisant preuve de l'audace de l'espoir, placé en des hommes qu'il n'a pas choisis, mais qu'il a nommés. Des hommes qui ont prêté serment de faire leur travail en toute indépendance. Après cet exploit, la Commission a tenu à rencontrer les hommes et les femmes des médias, ainsi que les organisations de la société civile pour 2 raisons. La première, présenter ses 40 mois d'action au profit des droits de l'homme. La seconde, exprimer sa reconnaissance à tous ses partenaires. Et je pense que c'est ensemble que nous allons relever le défi de la pérennité. Et félicitations déjà à la Commission parce que je sais que derrière c'est beaucoup de travail. Du coup, c'est vraiment réussi à pérenniser tout ce qui est fait déjà et que cela se traduise également beaucoup plus en termes de respect des droits des citoyens béninois et béninoises tout simplement. Cette accréditation, annoncée le 29 mars 2022 par le secrétariat de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme, confère à la Commission une voix délibérative en tant que membre des institutions internationales des droits de l'homme au plan sous-régional et international. Et puis, désormais, il ne suffit plus d'en avoir les moyens pour aller en Terre Sainte. Pour figurer parmi les 3000 environ candidats au Hajj 2022, il faut compter avec les quotas fixés par l'Arabie Saoudite, mais aussi avec le contrôle strict du gouvernement. Hier, au ministère des Affaires étrangères, les acteurs de la chaîne du convoyage ont été entretenus sur le sujet. Ola Rodrigue Babagueto et Michel Ebé. Rien ne sera plus comme avant pour se rendre au pèlerinage du Hajj. Les conditions de participation sont désormais plus strictes. L'Arabie Saoudite n'accepte plus les passeports qui ne sont pas biométriques. L'autre chose qui est importante maintenant, c'est la visite médicale. Les pèlerins sont tenus de se faire vacciner obligatoirement contre la Covid-19, la méningite, la méningocoque, la poliomyélite et la fièvre jaune. Et le président souhaite que, en ce qui concerne notre pays, que nous puissions en faire plutôt une norme. Pour être sûr qu'on n'a pas de risque, c'est le vaccin contre la grippe saisonnière. Le pèlerin doit aussi être âgé de 65 ans au plus. Son test PCR doit dater de 72 heures avant l'embarquement. Les sociétés agréées en charge du convoyage doivent aussi dorénavant rendre des comptes. Ce qui a été convenu, c'est que nous ayons une limite de 10 pèlerins par tente à Mina et à Arafat et de 4 pèlerins par chambre. Je crois que plusieurs personnes ont témoigné que par rapport à certains pays, certains de nos anciens opérateurs mettaient les gens dans des conditions qu'on ne pouvait pas accepter.
Donc, le président, il ne veut plus ça. Il n'a pas pris seulement les témoignages des gens du Bénin. Il a eu aussi des témoins des gens d'autres pays qui ont vu les nôtres. 2 organes sont désormais en charge de la gestion du Hajj, le comité d'orientation et de supervision COS et le sous-comité opérationnel appelé le SOUCOS. Le gouvernement contrôle tout ce qui concerne les préparatifs du Hajj et la raison est bien fondée. Il incombe à l'État la responsabilité d'assurer la protection de ses citoyens à l'étranger. Une responsabilité qui est encore plus particulière dans le contexte du pèlerinage à la Mecque, qui est un événement de haute portée internationale, donc l'image du pays y est engagée, mais c'est aussi un événement dans lequel des personnes très vulnérables s'engagent. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le Hajj 2022 est le premier autorisé par l'Arabie Saoudite. Le gouvernement béninois le prend comme un Hajj test et est bien décidé à le réussir avec 0 dette et une ambition à faire mieux rayonner l'image du pays à l'international. Et puis, comment les acteurs de la chaîne de convoyage ont-ils accueilli les nouvelles dispositions du pèlerinage à la Mecque? Les avis sont partagés. Certains ont livré leurs impressions. L'organisation du Hajj n'est nullement une sinécure. Mais j'avoue que l'État a réellement pris le taureau par les cornes. J'ai souvenance donc que quand j'étais au commissaire au pèlerinage, que c'était très difficile. Très difficile. Mais je suis très heureux de constater qu'il y a du mieux. Ce qui me réjouit, c'est l'organisation et l'implication plus positive de l'État. On avait un quota de 4600 et c'est sur cette base qu'on avait fixé 200 par société. Aujourd'hui, on a un quota de 2083 et on maintient les 200 par société. C'est des problèmes. C'est des problèmes parce que le nombre n'est plus beaucoup. On a 27 sociétés et 2000 et quelques pour partager avec cette société, vous savez, c'est dangereux. Moi, mon seul problème, qu'on veille à ce que les Béninois voyagent en priorité. Parce que beaucoup ont déjà engagé des étrangers et moi j'ai peur. J'ai peur qu'on ne laisse sur le carreau les Béninois. Le chef de l'État fait réforme pour que les Béninois partent beaucoup. Nos sociétés n'ont qu'à laisser leur intérêt personnel pour aller à l'intérêt général. On vous dit, vous parlez, vous perdez notre temps pour descendre. Si tu n'en as pas 200, l'autre a 100, toi tu as 100. Mettez-vous à ça. Et l'année prochaine, si on a augmenté les quotas, vous travaillez. En tout état de cause, la lutte continue. Et puis, hors du Bénin au Maroc, le secteur du tourisme reprend de plus belle après 2 ans pour cause de Covid. La Libye veut en finir avec le phénomène de l'immigration clandestine dans le pays. Compilation René Kofi et Ézéchiel Diako. Le coup de sanctions économiques contre la Russie par les pays occidentaux se répercute sur l'économie mondiale et sur les habitants de certains pays comme le Zimbabwe. Si le pays vit depuis plus de 20 ans sous le coup de sanctions américaines imposées après la réforme agraire qui visait à confisquer la terre aux fermiers blancs, il fait face aujourd'hui à une dette de 9 milliards de dollars. Conséquence, le Zimbabwe se voit refuser toute aide du FMI. Au Maroc, le tourisme refait progressivement surface après 2 ans de restrictions à cause de la pandémie de Covid-19. Selon les statistiques officielles, seulement 3,7 millions de touristes étrangers ont visité le Maroc en 2021. Aujourd'hui, le pays se réjouit de savoir que ce secteur qui représente 7% du PIB reprenne ses activités. Ces migrants ont été arrêtés par les forces de sécurité libyennes dans la ville de Souman, près de Tripoli. Dans l'ouest du pays, la police déclare avoir arrêté au moins 300 migrants la semaine dernière et plus de 3000 au cours de ces 3 derniers mois. Selon le colonel Ashraf Issa, un plan a été élaboré pour éliminer l'immigration clandestine dans le pays. Qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.